Bonsoir et bienvenue à l'émission qui retrace le parcours de vos sportifs préférés. Et ce jour, nous recevons, et d'ailleurs pour la toute première fois, un rugbyman. Il a été champion de France avec Bayonne et champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, son pays. Mesdames et messieurs, recevez depuis vos divers terminaux le mastodonte Evra Dion Oulaye. Comment tu vas, mon gars? Fort! Ça va bien, merci. Et toi? Moi, ça va, je suis trop content d'avoir avec nous, mon frère. Tu peux pas comprendre. Ouais, moi, en tout cas, aussi, ça me fait plaisir. Merci de m'inviter à ton émission. Mais tu sais, quoi de plus Là, ça normal, mon fait, cher? ouais, ouais, ça fait vraiment plaisir. Alors, ma toute première question, hein, Evra. Moi, je Ouais, souhaite savoir, ouais, tu mesures 1,98 m pour plus de 120 kilos. C'est bien cela? ouais. Est-ce Non, mais qu'il ça, t'arrive de te faire importuner dans la rue par des mecs? non, en général, ça n'arrive pas parce que, tu vois, moi, je suis plutôt tranquille et j'essaie d'éviter les histoires. C'est, on est en aventure, hein. On Ouais. est venu chercher de quoi à aider la famille. Du coup, ben, on fait attention à ne pas faire de la merde dans la rue. Et puis avec le milieu dans lequel je suis, je dois beaucoup faire attention à mon image. Et du coup, ben, les histoires dehors, j'évite. Donc, ça fait que les gens n'essayent pas trop, tu vois. Je suis tout le temps souriant et j'évite aussi les conflits. Donc, ça fait qu'il n'y a pas d'embrouille en général. Tu Ah, je ne suis pas la justice, mais vois. franchement, avec ce physique-là, je ne Ouais. pense Ouais. pas que tu as le droit de te bagarrer. Non, ouais, j'ai pas le droit de me bagarrer, mais ça va dépendre aussi de quoi, tu vois, parce que même si je suis sportif, je dois garder mon sang-froid, mais il y a des moments aussi où on n'arrive pas à contrôler son sang-froid et il y a certaines paroles qui sont vraiment très blessantes et du coup, ben, parfois, on oublie le côté sportif ou on oublie souvent son calme et on est souvent obligé de réagir et puis, ben, après avoir posé l'acte, quand on s'assoit et on réfléchit, on se dit, ben, j'aurais pu. Mais bon, en général, c'est rare que je m'embrouille parce que moi, je suis pas dans ce truc-là. Moi, je suis plutôt dans la joie, profiter avec les mecs, rigoler. Donc, c'est plutôt ça mon truc. En Je vois, je fait. vois. Et est-ce que c'est le fait d'avoir un physique principalement fort dès le bas âge qui t'a poussé vers le rugby? Sachant que c'est plutôt le football, le sport roi qui est pratiqué en fait par tout le monde à très jeune. Et quand Ouais, j'étais jeune, c'était aussi le football. ouais. Pourquoi principalement le rugby donc? Ben, moi, le rugby, en fait, c'était pas mon choix, tu vois, parce que, comme tu l'as si bien dit, à Treichville, c'est que le foot. Et à l'époque, moi, j'étais gardien de but. Chez Coach Jimo, chez Tofiki. Au fait, et puis après, quand j'allais m'entraîner au quartier Biafra, je voyais les gens faire du rugby. Mais moi, ça ne m'intéressait pas trop parce que, au fait, mon idée n'était pas là-bas. Et j'ai un grand frère du quartier, Toussaint, qui me dit, mais mon petit, pourquoi tu ne viens pas essayer ça et tout là. Et moi, je dis, ah, je ne sais pas, pourquoi pas, je peux essayer. Et puis, c'est de là que le coach Jimo m'a dit, ben, écoute, Evra, je pense que tu n'as pas ta place là et va au rugby. Et à l'époque, voilà, à l'époque, il y avait TBO, le club de Biafra, TBO, qui était la meilleure équipe de Côte d'Ivoire. Donc moi, j'ai voulu jouer là-bas. Mais comme il y avait de très bons joueurs et que moi, je débutais, je savais que je n'allais pas avoir ma place. Donc tout ça, il m'a dit, va avec Gani, coach Gani, tu vas te former. Et puis, ben, si tu te formes bien, tu pourras venir à TBO. Et puis, ben, moi, je suis allé avec Gani. Et puis, j'ai fait une bonne saison. Après, j'ai été sélectionné avec les moins de 18. Non, ouais, les U18. Et bon, en U18, ça ne s'est pas bien passé. Donc, quand je reviens en club, mon coach n'est pas trop d'accord pour me reprendre. Donc, je suis obligé de me retrouver à Koumassi. Et à Koumassi, j'arrive, je trouve mes repères avec des mecs sympas et tout. Donc, de là, écoute, tout s'envole, au fait. Tu vois, tout part d'un coup. Je fais une très bonne saison. Appelé en équipe nationale U. Moi qui ai commencé le rugby à 6 mois. À 6 mois, tout se... À 6 mois Donc, seulement, tu dis. ouais, à 6 mois seulement, tout s'est fait. Donc, je me suis dit, c'est ma chance, peut-être, c'est là où mon destin est, quoi. Donc, pourquoi ne pas forcer dessus et puis voir ce que ça va donner. Je Et puis, vois. bon, voilà, aujourd'hui, ça a donné tout ce que
tout ce qui est là en ce moment. D'accord. Mais après, tu vois, tu as fait un peu de boxe aussi. Et vu ton gabarit et ta puissance, tu aurais pu faire Ouais. une très belle carrière, non? Ouais, mais comme on dit, tu sais, chaque chemin est tracé. Tu sais, il y a des trucs dans la vie où, quand c'est lié à ton destin, tu peux pas y échapper au fait. J'ai été, comme j'ai dit, j'ai été à l'école, je me suis pas trop accroché à l'école. J'ai fait de la mécanique, j'ai pas trop accroché. J'ai fait du foot, j'ai pas trop accroché. La boxe, j'ai pas trop accroché. Et comme par hasard, le rugby, où mon idée n'était pas. Et c'est celui-là qui devient vraiment le sport où je m'accroche et j'ai plein d'opportunités, je découvre des voyages, j'ai fait des compétitions. Et du coup, ben, moi, je me dis, ben, écoute, voilà une vocation où ton idée va. Donc, pourquoi ne pas te concentrer dessus et, euh, et faire de ça ton métier? Donc, c'est de là que je me mets à fond, quoi. Je vois. Et comment tu as réussi à convaincre ta daronne pour pratiquer ce sport-là? Parce que ça a l'air effrayant, en fait. Surtout pour une maman. Ouais, c'est effrayant. Mais comme moi, après, moi-même, j'aimais tout ce qui était brut, tout ce qui était prendre de risques, Ça, je peux le dire. affronter, Ça, je peux le dire. voilà, affronter le danger. Donc, ça faisait que, en gros, j'avais pas peur de pratiquer ce sport-là parce que je me dis, euh, tout compte fait, c'est un sport comme tout autre. Il peut y avoir comme on appelle, des problèmes dans tout sport. Donc voilà, moi je me mets à fond et puis ben, on verra. Après, j'ai pas eu peur. Et ma mère, elle n'a pas eu peur. Elle a vu que je m'accrochais à la chose. Au départ, c'était difficile pour elle. Elle s'est dit, mais lui là, on a fait l'école, il n'est pas allé. On a fait ceci, il n'est pas allé. Bon, rugby là, est-ce qu'il va faire? Et puis au final, moi je m'accroche au truc. Et puis elle voit que c'est là où je vais. Et puis ben voilà. C'est mon oncle qui n'était pas trop d'accord. Mon oncle, lui, il n'était pas d'accord. Et puis au final, quand il a vu que je commençais à voyager, tout ça, il a dit, ah, mieux vaut le laisser dans son truc. Et puis bon, au final, je suis resté dedans. D'accord. On te sait très proche d'elle. Hein. On te sait très proche de ta maman. Ouais, Qu'est-ce ma mère, c'est tout pour moi, en fait, parce que moi, j'ai été élevé que par ma mère. C'est ma mère qui a tout fait. Tu sais, du coup, ben, je lui dois beaucoup. Parce que déjà, une personne qui te donne la vie, tu lui dois beaucoup parce que ma mère, c'est une femme battante, c'est quelqu'un qui a jamais lâché, peu importe les difficultés avec les enfants. Elle a toujours veillé pour qu'on soit toujours bien, l'éducation, tout ça. Et aujourd'hui, tout ce que moi je peux faire pour elle, c'est... Je sais que je peux, même aujourd'hui, tout ce que je fais, je ne pourrais jamais récompenser tout ce qu'elle a fait pour moi. Mais jusqu'à ce qu'elle soit sur la terre, je lui dois du respect et je lui dois tout, en fait. Du coup, ben, je me bats pour elle et c'est ma source aussi de motivation et de vouloir toujours gagner, quoi. Mais qu'est-ce que ça fait de vivre loin d'elle et de toute ta famille à cause du boulot? Bon, c'est difficile, c'est très, très difficile. Quand on a vécu dans un quartier, on est toujours proche des gens, on a toujours été en communauté avec la famille, les amis, tout ça. C'est difficile aujourd'hui d'être loin de tout le monde et parfois, on fait des petites dépressions parce qu'on n'a pas nos mêmes habitudes qu'on avait ou tu peux sortir, aller voir ton pote, parler ou t'es là, tu vois ta mère tout le temps et tu peux manger même des plats de ta mère, des petits trucs. Au final, aujourd'hui, on ne retrouve pas, on est lié, on a l'aventure tout seul et on doit se gérer tout seul, on doit gérer toutes les émotions et même aussi du fait que la famille est loin. Mais après, ça nous fait grandir en tant qu'hommes. On savait qu'au bout d'un moment, on n'allait pas rester près de la famille pendant longtemps. Il fallait aussi avoir son indépendance. Mais c'est difficile. Mais le bien dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on se bat pour quelque chose. Donc, on se bat pour la famille. Donc, c'est un bien. Et aussi, d'un côté, c'est difficile. Mais bon, on s'accroche, quoi. D'accord. Un membre de ta famille a voulu partager quelque chose avec toi. Alors Hmm. là, tu as la possibilité de voir. Vas-y. Ok. Je vais voir ça. Je suis la mère où il Ouais. Attends.
Je suis la mère où elle était Moura. Moura, c'est mon fils, c'est mon dernier. Ouais. C'est un enfant que j'ai élevé moi-même. Aujourd'hui, qui est devenu un trésor pour moi. Ouais. Moi, je suis sa mère biologique. Je lui donne toutes mes bénédictions, toutes les grâces, Amen. tout ce qu'il désire positivement dans son cœur. Moi, je lui donne toutes mes bénédictions. Merci, mon. L'adolescent, c'est l'adolescent. L'adolescent n'a pas été facile. Tous les enfants sont passés par là. Mais aujourd'hui, il a la sagesse, il a la crainte de Dieu et surtout le respect de ses aînés. Vraiment que Dieu lui donne la force, que Dieu lui donne le courage, que Dieu lui donne la chance où il est. Amen. Vraiment, je lui donne toutes mes bénédictions en tant que mère biologique. Vraiment, merci. Que Dieu veille sur vous et que Dieu veille sur vous aussi. Amen. Merci. Ah ouais. Qu'est-ce que ça fait, mon frère? Non, en tout cas, ça, tu vois, ça me touche beaucoup parce que, tu sais, moi, avec ma mère, en ce moment, c'est difficile, on parle pas beaucoup parce que le championnat est beaucoup à fond, hein. Et en Noël, j'ai pas pu rentrer parce que j'ai chopé le Covid. Et du coup, ben, je n'ai pas pu la voir en Noël. Et ça faisait longtemps aussi que j'ai pas fêté Noël avec elle. Mais aujourd'hui, de voir ma mère souriante, de la voir en bonne santé, de la voir en forme, et ça, je suis content. Et je remercie Dieu pour ça parce que c'est lui qui a permis aussi que cela arrive parce que même moi aujourd'hui, tout ce qui m'arrive et tout ce qui se passe dans ma vie, sans Dieu, sans la bénédiction et sans l'aide de ma mère, je pense que ça aurait été difficile pour moi d'arriver parce que j'étais très turbulent. Très turbulent. J'étais un peu partout, tout ça. Et aussi, je profite en même temps de cette vidéo aussi pour remercier tous ceux qui ont soutenu ma mère, tous les gens du quartier aussi qui ont contribué à ce que j'arrive là où je suis parce que c'est le quartier aussi qui m'a fait, parce que j'ai été élevé par ma mère, mais en même temps aussi par ma commune, par mon quartier, par toutes ces personnes-là qui m'ont encouragé avec des petits mots en disant « accroche-toi, ça va aller ». Donc voilà, moi ça me fait énormément plaisir que ma mère ait dit ça aujourd'hui de moi et je suis content aussi parce que c'est tout le quartier, y compris elle aussi, qui ont fait cette personne que je suis. Donc je remercie tout le monde. D'accord. Alors, infiniment merci, Maman Kadi, d'avoir accepté de te prêter au jeu. Franchement, elle s'est montrée très patiente, très gentille. Elle n'a pas montré d'objection ou quoi que ce soit. Quand on le lui a proposé, elle s'est montrée tout de suite ouverte. Et pour ça, franchement, on lui envoie vraiment toutes nos gentillesses. Alors, Evra, on va parler maintenant de rugby. D'accord? Au sens propre. Tu arrives en France le 30 septembre 2014 et tu intègres le centre de formation de l'US Carcassonne en Pro 2. Tu commences d'abord avec les espoirs. Comment tu as vécu l'adaptation et l'intégration ensuite? Ben, quand on n'a jamais sorti de sa zone de confort et qu'on arrive dans un endroit inconnu, il faut déjà s'acclimater, il faut prendre des repères, il faut être attentif, il faut surtout être à l'écoute. Et c'est ce qui m'a permis de vite m'intégrer au fait dans le groupe parce que bon, nous, on a appris notre langage de la rue. On n'a pas voulu forcément aller à l'école, donc on a appris notre langage de la rue. Déjà, il fallait savoir parler, il fallait savoir se comporter. Il y a certaines choses qu'il fallait aussi enlever dans sa vie. Donc, voilà, moi, je suis arrivé dans le club, je connaissais rien et j'ai voulu tout de suite apprendre. Dès mon arrivée, on m'a expliqué ce qu'il fallait faire. C'était difficile, j'avais du mal à assimiler au départ, mais et voilà, je me suis accroché, j'ai ouvert les oreilles et les yeux et j'écoutais et je me suis mis à fond. Et puis, je travaillais plus parce que je savais qu'en travaillant plus, j'allais être récompensé. Donc, je travaillais plus. Je savais aussi pourquoi j'étais là. Donc, du coup,
mon intégration s'est passée facilement parce que j'étais un bosseur, j'étais à l'écoute et je savais ce que je voulais. Donc, voilà, ça s'est très bien passé. La première année, j'ai joué en espoir. Et le dernier match de la saison, en fait, je jouais ma vie, en fait, parce que c'était mon premier match où je devais jouer mon premier match professionnel. C'était chez le champion de France à l'époque, qui était la section paloise. Donc, moi, je devais faire mes preuves pour être gardé au club. Donc, mon entraîneur à l'époque, qui s'appelle Christian Gajan et Guicher, qui m'ont donné l'occasion de pouvoir faire mon premier match professionnel. Et c'est après mon premier match professionnel, on allait savoir si j'avais passé le cap de m'entraîner et jouer avec la une ou pas. Et comme Dieu savait faire les choses, ça s'est très bien passé. Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Ça s'est très bien passé. On a gagné chez le leader. Et au sorti de là, j'ai eu des sollicitations de mes coéquipiers, des encouragements de mes coéquipiers, de mes entraîneurs. Et après, derrière, je signe un contrat. Et je pense que la saison d'après, j'ai joué, si je ne me trompe pas, j'ai joué 20 matchs. 20 matchs avec la une. Donc, où j'ai fait, je pense, 5 ou 6 matchs titulaires. Après, le reste, j'étais remplaçant comme c'était ma première une. Mais c'était plutôt bien. C'était plutôt bien. Et c'était une saison où je me suis fait... En fait, je me suis fait violence moi-même parce que je savais que la chance ne se donne pas deux fois. Soit tu l'as, si tu la rates, tu l'auras plus jamais. Et puis, ben, au final, je me suis accroché, j'ai donné le meilleur. Et puis, au final, la Carcassonne, ça s'est très bien passé jusqu'à ce que je parte. Évidemment. En tout cas, grâce à ta puissance physique, tu t'imposes dès la deuxième saison. D'accord? Ouais. Et bien sûr, après ta carrière, on a un tournant décisif en 2016 avec l'Aviron bayonnais. Comment est-ce que tu ressens intérieurement, déjà, lorsque vous montez en top 14, déjà, qu'est-ce que tu ressens? Et avec comme cerise sur le gâteau, le fait d'être champion. Qu'est-ce que ce double sentiment-là te fait, en fait? Au fait, moi, j'arrive à Bayonne en 2016, je n'ai pas beaucoup joué. J'ai beaucoup joué avec les espoirs parce qu'à cette époque-là, tu pouvais être pro et aller jouer avec les espoirs. Donc, je n'ai pas beaucoup joué avec la première. Mais quand j'arrive à Bayonne, ils montent en top 14, donc je gratte quand même 5 feuilles de top 14 et 6 feuilles de challenge européen. Donc, ce qui est comme l'Europa League. Parce qu'il y a la Champions Cup et il y a la challenge européenne. Donc, je fais l'Europa League de rugby. Donc, cette année, je joue 12 matchs. L'année d'après, je n'ai pas beaucoup joué parce qu'on change d'entraîneur, on change de manager. Le manager qui vient ne me fait pas assez jouer, ne me fait pas assez jouer. Donc, la montée en top 14 avec Bayonne, et je remercie ce monsieur-là encore, Yannick Bru, qui est arrivé, qui m'a fait confiance et qui m'a donné ma chance. Et cette saison-là, c'est la saison où j'ai le plus joué. J'ai joué 24 matchs de la saison parce qu'il y en a 30. J'ai fait 24 matchs de la saison, donc 14 titulaires et 10 remplaçants. Et je me pète au dernier match. Je me pète au dernier match à Brive. Donc, je n'ai pas joué la finale. Mais cette montée-là, elle était spéciale. Je ne me suis jamais attendu à un titre quand je quittais le pays. Je n'ai jamais imaginé dans ma vie que Evra, un jour, allait être champion de France. En vrai, je n'ai jamais imaginé ça. Donc, quand ce moment-là arrive, je suis comme un fou. En fait, je suis comme au fait, quelqu'un à qui, au fait, on donnait tout en même temps d'un coup. Donc, moi, je ne crois pas, au fait. Je suis là, je dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que... Ouais. Du coup, ben, j'étais tellement content. J'étais tellement content. C'était la folie. Hein. On a fait la fête pendant 3 jours. On restait cool. Et on est monté en top 14. Et la première journée, on va gagner encore au Racing. Tu vois, donc Bayonne, c'est 4 saisons avec des hauts et des bas, mais où j'ai kiffé le plus. J'ai kiffé le plus. J'ai passé des très bons moments là-bas. Et c'est une ville qui reste dans mon cœur. Même si l'aventure s'est pas finie comme je voulais, mais après, je comprenais aussi les choix de l'entraîneur parce que il avait son effectif. Et puis, ben, moi, j'avais pas assez de temps de jeu, donc il fallait retrouver et chercher un autre temps de jeu ailleurs.
Et puis au final, là, je pars de Bayonne. Donc, D'accord. voilà. Alors, Mais Bayonne, ça reste le club où vraiment j'ai kiffé. Je vois. Le coach Ouais. Vincent Etcheto t'accorde de moins en moins de temps de jeu et tu décides Ouais. donc finalement de partir pour l'US Montauban. Quelles étaient vos relations avec ce dernier? Moi, c'était un coach, un bosseur, un mec qui aimait vraiment le rugby et qui était à fond. En fait, aujourd'hui, dans le sport, il faut comprendre un truc. Lorsqu'on est plus performant, lorsqu'on n'arrive plus à donner ce qu'on donnait avant, les entraîneurs, ils cherchent plus meilleur que toi. Donc, sur ce point-là, moi, je comprenais. C'est-à-dire, moi aussi, je devais redoubler d'efforts pour être au niveau et comme on appelle, eh ben, c'était quand même difficile. Celui qui était à mon poste, il était encore plus performant. Et puis, il y avait aussi un problème de gif. C'est un joueur issu de la formation française. Et moi, je n'ai pas été joueur formé, je n'ai pas été joueur formé en France. Moi, j'étais formé au pays, donc je ne suis pas gif. Donc, c'était compliqué pour moi de m'aligner les week-ends parce qu'il y avait des quotas de gif qu'il fallait respecter. Donc, c'était plutôt compliqué. Et j'avais pas assez de temps de jeu aussi. Et puis, bon, ça devait être compliqué. Donc, pour ne pas rester sur le banc et ne pas jouer pour que ma valeur marchande baisse, j'ai opté pour aller à Montauban. J'avais Aix et Montauban, mais j'ai voulu aller à Montauban parce que moi, je me sens bien dans le sud et tout. Et puis, ben, j'ai atterri avec ma valise à Ouais. Montauban. Ça se voit en tout cas que tu es très à l'aise dans le sud, avec l'accent Ouais. et tout qui va avec, franchement. Ouais. Du Ouais, coup, ben, moi, donc, j'arrive dans le sud, je pose mes bagages à Montauban, et puis je tombe sur une très belle personne avec qui aussi je me suis super entendu. Jeff Dubois et Jean Bouillou aussi, qui m'a beaucoup fait progresser sur la touche et tout. Et ça s'est très bien passé. Et puis c'est dommage, l'année d'après, ces mecs-là sont pas gardés. Et je me retrouve en face d'un entraîneur avec qui ça s'est pas vraiment bien passé. Bon, c'était un nouveau entraîneur qui débutait dans ce milieu-là, qui comprenait pas vraiment les choses. Et lui et moi, c'était un peu difficile parce il n'arrivait pas à comprendre mon fonctionnement, comment je marchais, comment je suis et tout. Et puis, ben, au final, ça s'est compliqué avec lui. Et puis, ben, j'étais obligé de partir de Montauban pour des raisons qui étaient un peu compliquées, que je ne veux pas détailler aujourd'hui, mais c'était très compliqué. Et je me suis retrouvé, je pense, 3 mois sans club. Je me suis retrouvé 3 mois sans club, c'était difficile. Dépression parce que j'ai plus les mêmes habitudes. Me réveiller le matin, aller aux entraînements, tout ça, j'étais chez moi. Et du coup, je voyais moins en moins aussi mes proches parce que bon, en ce moment-là, il faut voir les gens qui sont proches de toi et puis au final, tu vois plus personne. Tu es tout seul, tu es obligé de faire le dos rond et t'accrocher. Tu te dis, ben, moi, j'ai vécu plus dur que ça, c'est pas ça qui va m'affecter, tout ça. Et puis, ben, un matin, je reçois le coup de fil de Massy qui me dit, ben, écoute, nous, on a besoin de tes services, on veut que tu viennes nous aider à monter le club en Pro D2. Si tu es d'accord de venir. J'ai hésité parce que j'aime pas la région parisienne, j'aime pas le nord du tout, et je voulais pas bouger du sud, je suis trop bien dans le sud et tout. Puis après réflexion, je dis, ben, écoute, j'ai mon frère qui est à côté, j'ai ma soeur qui est à côté, pourquoi ne pas tenter cette aventure? Donc, je retourne au pays, il y a la Coupe d'Afrique, qualification pour la Coupe du Monde. Et je vais jouer avec surpoids. Je me suis pas entraîné du tout, tu sais. J'arrive au pays, je retrouve le goût à jouer au rugby. Parce qu'après 3 mois, ne pas jouer et tout, ne rien faire, c'est difficile. Donc, je reprends goût à jouer, tout ça. Puis après, j'arrive à Massy aujourd'hui, premier de la nationale. Et j'espère que on va remonter en Pro D2. Même si le combat, il reste on te le encore souhaite. 4 matchs. On te le souhaite. On te le souhaite. En Voilà. tout cas, tu vois, mon frère, et là, je t'appelle mon frère parce que, en vrai, cette émission est plus à caractère sportif qu'autre chose, en fait.
Et du coup, on évite d'aborder certains sujets, en fait, d'où la ligne éditoriale. Toutefois, il faut quand même prendre position sur certains sujets, en fait, tu vois, parce que c'est pourquoi je souhaite revenir avec toi sur le souci que tu as eu lors de Béziers Montauban Pro. Que s'est-il réellement passé avec le public? Ben, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, il y a des choses qui sont très difficiles. Moi, c'était une période difficile, comme je t'ai expliqué, avec l'entraîneur, ça ne se passait pas bien. Ça ne se passe pas bien. Dans les vestiaires, c'était compliqué. C'était vraiment difficile. Et puis, tu sais, tu as la pression tout le temps. Tu es en train de te dire, même quand tu as bien fait, tu te dis, non, c'est pas bien. Même quand tu sais de faire bien, non, c'est pas ça. Et tu sais, nous, on n'est pas habitués à ce genre de choses-là. Et pour moi, c'était trop lourd de gérer le sportif, de gérer la pression de l'entraîneur et d'être performant aussi sur le terrain. C'était tellement compliqué. Et tu vas jouer à Béziers avec une équipe très dure. Les mecs, c'est des provocateurs, en fait. Les mecs, ils essaient de te faire dégoupiller. Et puis, il y avait des joueurs qui étaient en face qui me connaissaient. Ils savaient comment arriver à me faire dégoupiller. Donc, il y avait des mots contre moi sur lesquels je n'étais pas d'accord, des propos racistes, des rentre chez toi, nanani, nanani. Et en plus de ça, je prends un coup par derrière. Donc, je dégoupille. Je dégoupille parce que moi, j'étais tout le temps souriant sur le terrain. J'ai jamais fait du mal à quelqu'un. À part dans le jeu qui est normal où je dois rentrer, je dois même me percuter, tout ça. Mais aller embrouiller les gens comme ça jamais. Donc, le mec en question, je le connais. C'est un ami proche à mon meilleur ami qui est Baki Meïté. On se voyait, tout ça et tout. Et ça m'étonne que lui, il sorte des mots et me mette des coups par derrière. Donc, tu vois. Et de là, tu vois, quand tu connais quelqu'un quelqu'un que tu connais et que tu vois avec qui tu t'assois parfois pour manger et qui te fait un coup méchant, tu vois le truc que tu peux ressentir en toi t'es nerveux. Tu te dis, tout le monde, tu vois, un étranger peut me faire ça, quelqu'un que je connais pas peut me faire ça, mais toi qui me connais, tu peux pas me faire ça. Clair, ouais. Et du coup, tu dégoupilles, t'arrives plus à te contrôler, tu te dis, lui, je vais lui faire sa peau. Et sur le terrain, je voulais en découdre avec lui parce que je voulais vraiment. Au fait, pour moi, j'avais envie de lui montrer que aussi je pouvais être très, très, très méchant. Et quand je sors, je vois les supporters. C'est même pas des supporters, c'est des joueurs en plus. Il y en avait aussi que je connaissais. Il y avait des mecs. Au fait, c'était en période de Covid, donc il y avait des mecs qui n'avaient pas le droit d'être dans le stade. Et quand je sors, j'attends des ouh. En général, tu sais, quand t'es black et t'entends ouh. C'est grave. Je te dis, c'est des cris des singes. Je ne pouvais pas les taper. Je ne pouvais pas faire un truc, tu vois, qui allait me faire, où j'allais être moi aussi content. Donc, la seule chose qui vient dans ma tête, c'est, je vais vers le public et je dis, allô, bon, je ne dirais pas le mot, mais allez, dégagez, tu vois. Et puis, en fait, moi, j'ai toujours pensé qu'en réalité, tu vois, ce sujet-là ne touchait que le football, en fait. Je ne m'étais jamais dit que ça arrivait dans d'autres sports comme le rugby, par exemple. Parce que c'est dans tous les sports. C'est dans tous les sports. Après, ces gens-là, tu sais, je ne les en veux pas, en fait. Moi, le racisme, c'est vrai, ça fait mal de dire que, ouais, il est noir, ceci, cela. On me comparait à un singe. Moi, je sais que même le singe est mieux que ces gens-là qui disent qu'on ressemble au singe, tu vois. Parce qu'eux, ils ne comprennent rien. C'est quand tu n'es jamais sorti de ta zone de confort. Tu n'as jamais rien vu d'autre que chez toi. Tu ne comprends pas que on peut être tous ensemble. Tu vois ce que je dis? On peut être tous ensemble. Nous, tu vois, le peuple africain, on est très accueillant et tout. On respecte tout le monde. Et nous, depuis la nuit des temps, on ne se fait jamais respecter, tu vois. Et c'est toujours comme ça. Même aujourd'hui, on se bat pour ces causes-là. Mais au final, quand tu vois aussi, il y a d'autres de nos frères même qui sont racistes avec nous. Au final, même le combat, tu le fais pourquoi? Justement, ça, il faut le dire, il faut le souligner. Tu vois? En réalité, le racisme, c'est pas que dans notre côté.
Il est aussi de notre côté. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de racisme au niveau de nous-mêmes, notre camp aussi. Et ça, il faut le décrier. Il faut en parler aussi. Il faut en parler parce qu'en nous-mêmes déjà. Parce que avant de reprocher un truc aux autres, il faut que tu sois irréprochable. Avant de dire l'autre est méchant, il faut que toi, tu montres l'exemple. Tu vois ce que je dis? Ouais. Parce que chez nous, on est capable en nous de se faire du mal. Je pense que le voisin d'à côté ne va pas venir empirer la situation. Merci. De toute évidence. Ouais. Donc, voilà. Moi, que tu me dis, je suis noir. Je suis fier de ma couleur de peau. Je ne vais jamais changer celle-là pour quelque chose d'autre. Et je suis fier de l'être. Tu vois? Je suis fier. Sinon, il y a plein de sujets sur lesquels, tu vois, le racisme, il y a plein de trucs, au fait, sur lesquels moi, en fait, ma tête ne va pas dessus, tu vois. Parce que je me dis, si je dois dire aux gens d'arrêter, il faut que moi-même, mes propres parents qui aussi sont comme ça avec moi, qu'ils arrêtent aussi, tu vois. Parce que c'est eux qui font que les gens se comportent comme ça avec nous. C'est vrai, c'est énervant. Moi, ça me saoule de voir des blagues se font cracher dessus, se font lapider avec des bananes. Au bout d'un moment, on a droit au respect. Donc, voilà, ça c'est... Donc, du coup, ben voilà, c'est tout ça qui a fait que j'ai pété les plombs sur le terrain. Sinon, tu connais... Moi, je pense que tu me connais, tu as appris à me connaître aussi. Moi, je respecte beaucoup. Je vais pas manquer de respect à quelqu'un parce que je suis costaud, ou parce que je peux le frapper, ou parce que je me crois plus. Non. Moi, pour moi, la vie, c'est pas comme ça. C'est l'injustice, au fait. De t'en prendre à plus faible que toi parce que tu es le moins, c'est d'être un lâche, tu vois, pour moi. D'accord. C'est bien dit. Tu vois. Là, ça Ouais. doit faire plus d'1 an que tu es au rugby club de Massy et Son. Ça fait pratiquement 10 mois aujourd'hui. D'accord. Et comment tu 10 te sens mois. là-bas? Ben, en vrai, je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui, mais je suis très content. Je suis très content. Parce qu'on a Julien Marichal et on a notre entraîneur aussi, JB, Di Martino, qui sont des gens formidables, des gens gentils, des gens avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur, des gens vraiment qui font que le club marche parfaitement. Et on est un groupe, ça dit, c'est tous les revanchards qu'ils ont mis dans ce club-là. Tu as l'impression qu'on se connaît il y a 10 ans. Parce qu'on va tous dans la même direction. On ne s'engueule pas aux entraînements. On se tire la main pour faire monter l'autre. Tu vois? Et on fait beaucoup de choses ensemble. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as un souci, tous les mecs sont là. Tu n'es pas bien, les mecs sont là. Sur le terrain aussi, les mecs sont là. On ne lâche rien parce que on sait que un sport collectif, on a chacun nos caractères, nos différences, nanani. Mais si on veut faire avancer le collectif, il faut qu'on soit tous ensemble, qu'on mette la main ensemble. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien dans ce club. Vraiment, c'est l'une de mes aventures que je pense que je n'oublierai pas aussi. Parce que c'est... Je ne sais pas comment t'expliquer parce que c'est de la folie, en fait. Tu vois? Je le ressens dans ton émotion, dans ta Voilà. C'est de la folie parce que moi, à la base, les gens se disent Paris, c'est ghetto, c'est nanani. Mais au final, tu rencontres des gens qui sont simples, ils sont honnêtes. C'est-à-dire, le mec, il a un truc à te dire, il ne va pas passer dans le dos, il te dit cache. Ça passe ou ça casse. Tu vois? Et même quand il y a les embrouilles en entraînement, de suite, on se dit ce qu'on pense, on est passé à autre chose, c'est fini. Et quand tu es dans un collectif comme ça, tu ne peux pas être à demi-teinte, tu vois, tu es dedans à fond. Et du coup, moi, je me sens tellement bien dans le truc que je ne t'explique pas. Et tu regardes aussi la saison. Bah oui. Parce que quand tu perds le premier match à domicile, tu perds le premier match, tu perds le deuxième match, et qu'après ces 2 matchs perdus, tu fais 14 victoires d'affilée.
C'est génialissime, franchement. Voilà. Ça veut dire, les mecs ont compris que c'est pas parce qu'on perd 2 matchs qu'on peut pas rattraper le coup devant. Yeah. Tu vois? Parce qu'il y a eu de la solidarité. Il y a eu des matchs où tu gagnes à la dernière minute. Ça veut dire, tu t'imagines jamais. Il y a des matchs où tu es mené, 20 à 6. Il reste 20 minutes. 20 minutes. Okay. Pour remonter, ça veut dire, pour remonter 14 points, c'est très difficile. Tu rentres, ça veut dire, le banc qui rentre, les mecs, ils ne râlent pas. Ils jouent comme si c'est eux qui avaient commencé le match. Et tu vas gagner. En fait, c'est fou. Parce que toutes les victoires se gagnaient à la dernière minute parce que les mecs ne voulaient rien lâcher, parce qu'on était tous ensemble. Ça veut dire, on veut aller tous ensemble. Et les gars, on ne se trahit pas. Et du coup, c'est fou, tu vois. Et ça, tu ne peux pas l'expliquer. Cette saison-là, tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un parce qu'on le vit qu'une seule fois. Tu le vis qu'une seule fois. Gros, même quand tu es remplaçant ou même quand tu ne joues pas, au fait, tu te dis, je suis content d'être là parce que je sers à quelque chose. Ça dit, tu ne fais même pas la gueule. Tu peux penser à toi, dire, ouais, mais moi, je ne joue pas, je râle, tu vois. Mais tu es content même quand tu ne joues pas parce que tu sais que les mecs qui vont monter sur le terrain vont faire le taf. Tu vois? Et c'est ça aujourd'hui qui fait que, avec Massy, en vrai, c'est la folie. D'accord. En fait, je crois que tu es très à l'aise à Massy, tu te sens bien. On le sent tout de suite même dans ta façon de parler et de communiquer là-dessus. Ouais. Parce que non, mais c'est vrai parce que il y a des choses qu'on n'explique pas en fait. Tu les vis. Moi, je dirais aujourd'hui, je conseillerais 3 endroits de ma carrière aux gens d'aller visiter quand même, d'aller voir. Je mets Bayonne, Carcassonne et aujourd'hui à Massy. Carcassonne, c'est mon club de cœur. Parce que c'est le club qui m'a accueilli, qui m'a dit, viens, nous on te veut, on va te donner ta chance. Bayonne, c'est le club qui m'a fait progresser. Grâce à ce club-là, j'ai connu la joie d'un titre. Massy, c'est le club qui va me chercher, je suis plus bas que terre, où je me dis, bon, au final, maintenant, c'est bon, quoi. Parce que je vais retrouver le niveau. Parce que, voilà, j'avais plus l'envie, j'étais un peu au fond du seau. Et puis, tu arrives à Massy, les mecs, ils sont là. Ils te jugent pas. Tu arrives, tu es hors forme. Les mecs sont patients, tu dis, vas-y, on compte sur toi, tu vas être là, tu vas être là, tu vas être là. Et les mecs te redonnent l'envie de vouloir porter un maillot, de dire, je défends les couleurs d'une équipe. Je peux rêver que quoi? Peut-être de Toulon. Non, Toulon, parce que c'est mon club de cœur. Toulon, avant d'arriver en France, quand je commençais à jouer au rugby, c'est Toulon. Toulon avec la belle époque, avec Johnny Wilkinson, avec Bastaro, en tout cas des grands noms qui sont passés là-bas. Ouais, à cette époque-là, moi j'étais Toulon. C'était Toulon. Et de jouer à Mayonne, mon premier match à Mayonne, laisse tomber. T'es tellement content que tu peux même pas t'imaginer. En fait, tu regardes le stade, tu joues même pas au rugby, tu regardes le stade. Après, tu dois défendre ton club, donc tu te mets au truc, quoi. Mais en tout cas, c'est un truc de fou. D'accord. Très bien. À présent, on va parler du rugby ivoirien, frère. D'accord? Et je souhaite que tu me dises comment tu as appris la première fois. Parce que là, tu m'as dit tout à l'heure que ça a seulement 6 mois, tu t'es retrouvé en sélection. Comment tu as appris que tu as été sélectionné pour la première fois en équipe nationale? Mais parce que les coachs t'appellent. Moi, j'étais au quartier. J'étais en train de jouer. À l'époque, je ne sais pas si tu connais. Je pense que tout Ivoirien va comprendre. Bipied. Ah, et frère, à qui tu parles? Non, mais je sais pas, il y a beaucoup de personnes qui suivent ton émission quand même. D'accord. Donc, moi, je jouais bipied au quartier.
j'avais mon petit ZTE, j'avais un coup de fil, j'ignore le coup de fil, genre, qui me dérange encore. Deuxième, genre, tant qu'on m'appelle, je réponds, allô, ouais, Evra, t'es sélectionné, moi, tu vois, moi, mais t'es content, tu vois. Tu dis à tes potes, ouais, les gars, j'ai voyagé, tu vois. Et j'avais pris l'avion, tout ça, donc c'est que tu vas voyager. Donc, après, tu vas au regroupement, tu vois que vous êtes 40. Dans les 40, là, vous trouvez ta place. Mais tu sais que quand un lion a faim, là, il est prêt à tout donner pour manger. Là, c'est l'Ivoirien qui parle maintenant. Voilà. Quand le lion a faim, là, il est prêt à tout donner pour manger. Et moi, j'étais là, je dis, OK, on est 40, mais moi, ma place, elle va être là. On ne va pas me la prendre. Il y avait des anciens. Nous, on avait peur parce que quand tu entends De Gaulle, tu entends Ferdinand, tu entends Dieudonné, je t'ai dit, hé! Parce qu'eux, ils étaient à la sélection il y a longtemps. Toi, tu es jeune, tu viens d'arriver. En plus de ça, tu as 17 ans. Tu n'as même pas encore 18 ans. Tu as 17 ans. Tu as dit à 2 semaines d'avoir même. Ouais, 2 semaines d'avoir tes 18 ans. Et de surcroît, tu as commencé le rugby il y a moins d'1 an. Voilà. Il faut le souligner. Donc, tu vois, tu commences et tu te dis, hey, bon, moi, là, est-ce que je vais jouer? Est-ce qu'ils vont me prendre? Mais tu te mets dans ta tête, si eux, ils y arrivent, pourquoi moi, je ne vais pas y arriver? Donc, tu es un mort de faim. Tu es un mort de faim. À chaque entraînement, tu as envie de casser des pieds, des bouches, des têtes, tout. Donc, je me donnais à fond, je me donnais à fond, je me donnais à fond. Mais quand la grande liste sort et que je vois mon nom dedans, j'ai compris que ce sport-là, si je ne prends pas au sérieux, je pense que je vais perdre beaucoup de choses. Et du coup, ben, voilà, je me suis accroché, j'ai fait mes premières sélections. C'était au Botswana. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Après, on a joué en Côte d'Ivoire en 2013. Non, c'était en 2011 ou 2013, je me rappelle un peu quand on est champion. On est champion d'Afrique zone B. C'était à Yamoussoukro. C'était la folie. C'était fou. Est-ce que, dis-moi, avant de parler de la Coupe d'Afrique, est-ce que tu arrives de regretter parfois de t'être mis au rugby plutôt qu'au football quand on voit comment ce sport est très peu médiatisé en Côte d'Ivoire? Non, ce sport est très peu médiatisé parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ça veut dire, il y a des gens au sein de la sélection qui ne font pas le boulot. Tu vois? Il y a des gens qui ne font pas le boulot. Tu vois, aujourd'hui, tu as voulu m'avoir, par exemple, à ton émission. Mais tu m'as appelé, tu m'as envoyé des messages. Est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu vois? On peut être un petit club, on n'a pas de moyens. Mais aujourd'hui, tu sais que sur les réseaux, on peut communiquer de ouf. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Tu vois, on peut communiquer. On peut aller vers... En plus, les sociétés françaises qui sont au pays, les Français, ils adorent le rugby. En France, ici, les gens, ils adorent le rugby. On va voir les sociétés françaises dites, bon, nous, on a nos joueurs là. Est-ce que vous pouvez les prendre, vous leur donner un peu de boulot et derrière, vous nous fournissez du matériel, mais vendre l'image. Mais comme la fédération, c'est une mangécratie, les gens ils pensent plutôt à manger. C'est pour ça qu'on est peu médiatisé. Tu vois ce que je dis? Et puis le sport, même en Afrique, tu sais comment ça se passe. Tous les gens qui viennent au pouvoir, ils te disent, je vais faire ça, je vais faire ça, mais ils ne vont jamais ça. Ils pensent plutôt à les poches qu'aux joueurs eux-mêmes. Tu t'imagines que nous, on allait faire des sélections où on n'était même pas payé. C'est grave ça. Mais comme on n'est pas médiatisé là, qui va savoir? Tu te tapes, tu quittes Abidjan, tu vas au Maroc, tu dis à ton quartier que ah, mes amis, moi, je vais jouer au Maroc. Hein. Tu reviens, on t'a donné 10 000 à l'aéroport là. C'est fini. Ah, t'es sérieux là, frère? Oh. Je te jure sur la tête de ma mère. Mais c'est tu grave. vas jouer, on te donne 10 000 à l'aéroport, on dit on se revoit demain. Si tu es appelé demain que le numéro est passé, c'est que tu es faux. Ça ne passe plus. Donc, tu vois comment c'est le truc. C'est triste, franchement.
C'est trop triste, même. Et avec ça, on ne peut pas médiatiser. Pourquoi ils vont médiatiser? Quand ils sont en train de voler, là, eux, ils vont dire quoi? C'est dommage, hein? Il paraît à ce propos-là que une fois, tu as saisi un dirigeant de la fédération par le col. Est-ce que c'est vrai déjà et pourquoi tu l'as fait? Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que, frère, je t'explique un truc. Tu sais, on a rêvé de venir au sport là, en général, pas pour l'argent déjà. Mais quand même, tout boulot nourrit son homme. On n'a pas voulu aller voler. On n'a pas voulu rester dans les rues pour agresser les gens. On a dit, on a trouvé notre chemin. On va suivre notre chemin à fond. Ça ne me dérange pas que tu veux me voler. Mais quand tu me voles, là, il faut savoir me voler. Il faut me donner un peu quand même. Quand j'arrive à la maison, je vais donner de quoi à ma maman. Elle va faire la cuisine. Tu vois? Son fils allait jouer. Qu'est-ce qu'il a ramené? Tu comprends ce que je dis? On va jouer en Ouganda. Moi, à cette époque-là, j'étais en France. Je venais d'arriver en France, ça faisait 8 mois. Et je suis retourné pour jouer avec mon pays. C'est un risque. C'est un risque. C'est ta place que tu mets en jeu comme ça et tout. Je vais jouer avec mon pays. On arrive là-bas. À l'époque, les mecs d'Abidjan étaient moins payés que ceux de France. Parce que quand tu venais en France, il fallait que tu touches un certain montant et les mecs d'Abidjan touchaient un certain montant. Donc, tu comprends. Et moi, je dis non, ça ne se passe pas comme ça. Je dis parce que moi, aujourd'hui, je suis en France, donc je suis considéré comme un mec qui est quitté en France. Non, moi, je ne suis pas un mec qui est considéré comme un mec qui est quitté en France. Moi, j'ai joué avec ces mecs à Abidjan. C'est grâce à ces mecs-là, moi, je suis juste. Donc, aujourd'hui, là, si je dois toucher un salaire, c'est que je toucherai la même chose que eux. Ou soit, au pire des cas, on équilibre les mêmes primes parce qu'on fait tous les mêmes efforts sur le terrain. Peut-être souvent même les mecs d'Abidjan se donnent plus fort que même les mecs de la France. Tu vois? Parce que eux, c'est des morts de faim. Eux, ils ont envie de passer le cap que nous, on a passé. Ils se disent, Evra, il a fait, il est allé derrière l'eau. Pourquoi nous, on ne va pas le faire? Donc, les mecs, imagine, eux se donnent fois triple même. Tu vois? Et quand tu es sélectionneur, tu n'as pas payé les joueurs avant de prendre l'avion. Mais les mecs qui font l'effort de vouloir y aller, ils disent, mais on a nos familles. En plus, c'est des périodes de fête. Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un peu? En donner à nos familles avant de monter de l'avion. Et puis, tu sors à des pères de famille. Des gens qui mangent chez eux, ils ont un boulot. Tu dis, est-ce que chez vous, là-bas, vous dormez si les lits que nous, on paye dans les hôtels où vous dormez? Oh, c'est fort. C'est fort. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Il faut respecter les gens. Et donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On craque. Parce que, on n'a pas été payé, on nous parle mal. Mais moi, je dégoupille. Je dis, tu ne peux pas manquer de respect à ces gens-là. Parce que si ces gens-là ne sont pas là, tu ne gagneras rien. Si tous les joueurs font un bloc et disent, nous, on ne joue pas, la fédération n'existe plus. Tu les dois du respect. Et voilà comment je m'énerve. Je dis, je ne peux pas accepter ça. Donc, je m'en prends au président de la fédération, non, au vice-président. Ah, au vice-président? C'est au vice-président parce qu'il était là. Le président, il n'était pas là. Le président, c'est un député, il était à l'Assemblée. Hercule le justicier. Donc, moi, je dis non, c'est pas possible. Donc, tu vois, je me suis embrouillé avec lui. Et puis après, on va jouer en Ouganda. Frère, on finit de jouer en Ouganda, on arrive à l'aéroport. Je vais à mon hôtel poser, mais parce que quand on arrive de France, ils nous prennent l'hôtel. Donc, je vais à mon hôtel poser. Il y a les flics devant mon hôtel. On dit, monsieur, on vous embarque. Par contre, je n'avais pas cette version de l'histoire là, en fait. Ils m'ont embarqué. Ils m'ont envoyé, c'est au plateau, là. Au plateau, ils m'ont envoyé au plateau, il y avait un truc là-bas, ils m'ont enfermé là-bas. Ils disent, ouais, tu vas pas aller en France, tu vas voir, on va gâcher ta carrière. Oh, j'ai jamais autant transpiré de ma vie. En plus, je savais que mes papiers se périmaient dans 4 mois.
dossier, on m'a déféré 1 an. Là. J'ai gâché ma vie en voulant défendre les autres. Et puis, les gens que j'ai défendus même, il n'y en a même pas un qui est venu à la police, au poste de police pour dire « Ah, c'est notre frère, attends à le défendre. » Comment je suis resté dans la galère là, comme ça? Ils m'ont mis dans un endroit avec les mecs là. Tous les mecs ont chié un peu partout dans la prison. J'étais, hey, bon, c'est pas grave, moi j'ai des années. Donc il n'y a pas de problème, moi j'assume. Donc je reste. Ma mère, elle appelle des connaissances, des tontons, tout ça, ils viennent. Puis on négocie et puis on me laisse. Je prends mon vol le soir. Frère, j'ai arrivé à Carcassonne. Pas lui qui m'a pris. J'ai eu un palu, j'étais à 2 doigts de rester dedans. Waouh. Ça dit, quand je suis arrivé en France, là, j'ai monté l'escalier, j'ai posé mes affaires, tout ça. Frère, j'ai dit, j'ai dormi, juste tombé au sol, là, de chez moi. J'ai dormi 2 jours sur le sol, comme ça. C'est ma voisine qui passait, qui m'a vu, et elle a tapé. Qu'est-ce qui t'arrive et tout? J'avais que les yeux comme ça, je regardais le pas. J'ai perdu 6 kilos. Quand je suis rentré là, j'ai dit, moi encore, même si c'est les choses venant qu'à voler l'argent du peuple là, c'est pas pour moi. Moi, je fais ma bouche. Donc, tu vois, c'est vraiment dommage parce qu'en vrai, on a du potentiel en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de joueurs, on a beaucoup de frères. Quand je regarde Toussaint, tu vois, qui pouvaient faire une belle carrière au rugby, mais ça n'a pas été. Après aussi, c'est une question de chance aussi là. Il faut provoquer son destin, comme je dis. Il y a eu mauvais père Toussaint, ça n'a pas été, ça fait mal. Ça fait mal. Même tout récemment, à la fin de sortie, vous l'a dit, la fédération, donnez-moi l'argent que vous me devez. Parce que je dis. Il y a eu des Tidiane Camara, il y a eu des lui, genre, il y a eu lui qui était très fort. Un mec qui pouvait marquer une pénalité de 50 mètres, 40 mètres. Il y a eu Jackie, Benjamin. Il y a eu des très bons joueurs à Biafra. Un grand frère comme Dambélé. Tu imagines que à cause de la fédération qui ne travaille pas comme il faut, mais grâce à Dieu aujourd'hui, ils s'en sortent. Il y en a qui ont leur petite société. Jackie, il est chef du quartier, il gère ses petits trucs. Dambélé travaille à l'intérieur du pays. Ça fait mal. Parce que ceux-là, c'était des talents purs et bruts qui auraient pu aussi aider la fédération, tout ça. Mais bon, c'est comme Côte d'Ivoire. On ne fait pas ce qu'il faut. Au final... Mais dis-moi, toi, est-ce que tu penses que les choses ont évolué entre chaque continental? J'ai dit, quand vous avez été champion d'Afrique, est-ce que tu penses qu'entre-temps, avant ce moment-là, de ce temps-là à maintenant, est-ce que tu penses que les choses ont évolué, les choses ont progressé? Il n'y a aucune évolution. Il n'y a aucune évolution. J'ai l'impression que, au lieu de faire ça, on fait ça. Je t'explique pourquoi. On va en Côte d'Ivoire, on va au mois de juin passé, là. On gagne la Namibie, qui a fait au moins 3 fois la Coupe du Monde. Ouais, la Namibie, c'est quand même une grosse équipe, ça. Voilà, nous, on bat la Namibie. On bat la Namibie. Le président, il ne veut même pas souffler un mot. Félicitations, tout ça. Parce que lui-même, il ne croit même pas qu'on allait gagner. Ça fait 1. De 2, nos primes qui sont d'habitude, c'est quand tu es appelé en sélection, tu as une prime olympique de 500 € qui fait 325 000 francs. Les perdièmes par jour sont à 25 000 ou 30 000 si je ne me trompe pas. Monsieur là, le vieux monsieur là, en sachant que nous, moi j'ai payé mon billet pour venir. C'est moi qui ai payé mon billet pour venir. Je ne dis pas ça. Je te dis, moi j'ai payé mon billet pour venir. J'ai payé mon billet pour venir. Il y avait des jeunes qui étaient au pays là. Ils n'avaient pas de quoi travailler. Pour que les jeunes là soient en forme avant la compétition. Parce qu'on te dit Coupe du Monde. Tu veux que ton pays fasse une Coupe. Parce que la Côte d'Ivoire a fait Coupe du Monde 95. Et depuis, il n'y a plus jamais eu de Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui. Et qui dit Coupe du Monde, dit plein de subventions qui vont développer le rugby dans l'année. Mais quand tu es un président qui veut aller en Coupe du Monde avec ses joueurs,
On vient de gagner la Namibie. Tu comprends? Hein? On a gagné la Namibie. Ça veut dire, on gagne Madagascar, on est premier, on croise juste le Burkina. On gagne le Burkina, on est en demi-finale. Tu as 2 matchs à jouer, et puis, paf! Peut-être tu as la Coupe du Monde. Tu viens t'asseoir devant nous pour dire non, il n'y a pas prime. C'était veille de Tabaski. C'était dans le mois où après la compétition, il y a Tabaski. Donc imagine tous les jeunes qui étaient venus en sélection qui disent ah, peut-être il y a gagné petit, je dois pas aller payer mouton pour donner à ma maman. Ils n'ont rien. Il n'y a rien qui évolue. On n'a pas de matériel. Les maillots là, tu vois comment moi je suis là. J'ai ramené moi-même mon short. Parce qu'ils n'ont pas de short à ma taille. Ils n'ont pas de short à ma taille. Maillot là me sert jusqu'à... On dirait que j'ai m'étouffé. Tu vois ce que je dis? Même tenue. On s'habille, on dirait on n'est même pas une équipe nationale. Même pas une... Ça dit, quand tu t'assois avec tes amis, tu dis non, tu as joué en Côte d'Ivoire. Et tu te demandes, mais attends, il y a rien en Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire a fait Coupe du Monde 95. Mais les gens ne croient pas. Aujourd'hui, on prépare une compétition. Tu comprends? On prépare une compétition. Mais, est-ce que tu sais que la Côte d'Ivoire est en train de préparer une Coupe du Monde, en qualification de Coupe du Monde? Actuellement, où je te parle. C'est même pas médiatisé, on n'en parle pas. Il n'y a rien. Mais après, ils vont faire des factures, ils vont aller donner à l'État pour dire, ah non, on a dépensé ça. Nous, on a fait une compétition en France ici où on dormait. Tu vois où on accueille les enfants pour les vacances là? Dans les colonies. Auberge, jeunesse d'auberge. Ouais. Oh, pardon, auberge de jeunesse. Pardon, je dis merde. Auberge de jeunesse. Tu dors dans l'île et puis ton pied dépasse. Tu prends ton... C'est-à-dire, on n'a même pas de bus, on n'a pas de car, on n'a rien. Tu prends toi-même ta voiture pour aller chercher des joueurs à l'hôtel, tu les envoies au stade, tu t'en cherches, tu les envoies au stade, tu t'en cherches, tu les envoies au stade. Il n'y a pas l'eau pour boire après l'entraînement. Ah, mais là, c'est un amateurisme qui ne dit pas son nom. Franchement. Tu vas manger dans un endroit, tu manges même, tu ne sais pas si c'est manger, tu manges, mais c'est coloris. Mais bon, comme tu sais que c'est à cause de Côte d'Ivoire, tu es arrivé en France, à cause du rugby, petit rugby de Côte d'Ivoire bizarre là. Tu es arrivé en France, donc tu les dois ça, la reconnaissance là. Tu les dois ça, donc tu es obligé de venir. Parce que tu veux vendre l'image de ton pays. Parce que quand moi, je vais en sélection, moi, je dis à mes gars de mon club, il dit, ah non, on est bien là-bas. Parce que qui va montrer son village et sa même bouche? Qui n'a qu'à aller dire, ma fédération, c'est pourri, c'est comme ça. Donc moi, je vends l'image de mon pays comme il faut. Mais est-ce qu'il y a un retour? Quand il vient de faire ça, puis il regarde ce qui se passe derrière. Est-ce que c'est pas là? C'est triste. Ça n'a... Ceux qui étaient avant là même. Ceux que même, tu sais, comme on dit aussi, nous, Ivoiriens, on aime trop râler aussi. Ceux qui étaient avant là, ils nous volaient. Il ne faut pas en encore dire non. Ils volaient aussi. Mais quand même, c'était structuré. Tu savais à l'avance quand est-ce que tu devais venir, tes billets d'avion étaient déjà pris, l'hôtel était déjà carré, l'entraîneur t'avait déjà donné les plannings. Mais maintenant, là, si tu n'as pas crié si entraîneur, ou bien tu n'as pas envoyé un mot fort au président pour dire que non, ah mon frère, on est en train de préparer les compétitions, hein, c'est comment? C'est à la dernière minute. Toi, tu prépares tes vacances, tu te dis, tu as bougé, on t'a pas dit, mon frère, tu es sélectionné. Tu as payé tout tes trucs, tu as payé tout annulé. C'est pas la honte, ça. C'est triste, franchement. C'est la honte. C'est triste, c'est triste, c'est triste. Donc, tu vois, le rugby, en fait, moi, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer en France. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est pas le rugby, c'est pas rentable comme le foot où tu te dis, ah, je prends mon losaille, j'allais investir dans le rugby africain. Si tu as essayé, ton argent va se perdre. Tu vois ce que je dis? Même si tu envoies. Là, tu me devances en fait, vu que effectivement, dans le procédé de mon questionnaire, j'ai vu une interview sur toi où justement tu parlais de, comment dire, tu disais
que tu avais pour projet, vu que tu avais pratiquement réalisé tes rêves, bah, jouer en professionnel, c'est déjà un rêve. Et quand on sait d'où on vient, à Treichville et tout le monde rêve d'arriver en Europe et tout. Et toi, tu as réussi à combiner les deux et ta passion et l'Europe, que tu projetais aider aussi, tendre la pêche aux amis ou du moins aux gens là-bas qui sont restés et qui jusque-là, crevachent, jusque-là, n'ont pas encore réussi à atteindre. À quel niveau, toi, tu es de ce projet-là? Ben, au fait, aujourd'hui, tu vois, c'est comme je t'ai dit, on n'a pas d'association déjà. Et moi, tout seul, je ne vais pas te dire qu'il y a des trucs que moi, je ne connais pas vraiment. Tu vois, il y a plein de trucs que je ne connais pas. Et on a un ami là qui s'appelle Sidney Duropo, qui a monté une association Vision Mêlée. On avait contribué un peu chacun pour aider le projet, tu vois. Et je ne sais pas comment ça avance le truc, tu vois. Aujourd'hui, moi, je veux aider, tu vois. Je veux aider, je veux ramener du monde pour venir aider. Et j'ai des potes et tout qui sont là, qui ont les moyens pour le faire, tu vois. Mais comme je t'ai dit, moi, mon affaire d'école, là, faut pas encore mentir, je suis devant la caméra, je dis la vérité. Mon affaire d'école, là, n'est pas arrivée loin. Donc, avant de faire un truc, il faut que je mette quelqu'un, tu vois, quelqu'un devant qui maîtrise. Et puis, avec mon image, tu vois, et le petit truc que j'ai gagné avec le rugby, je pourrais dire, ben, écoutez, voilà, je peux faire ça, tu vois. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais, je ne vais pas dévoiler ça ici. Je travaille avec un grand frère à moi pour trouver une solution et pour voir comment on peut aider le rugby aujourd'hui africain et mes jeunes frères qui sont là-bas. Je ne vais pas te dire, moi, j'ai fait ça. J'ai fait des trucs. J'ai fait des trucs pour ce que je pouvais faire. J'ai fait. Je ne vais pas parler de ça. Tu sais? Mais c'est Dieu qui a permis aussi que je puisse le faire parce que c'est Dieu qui a permis que quelqu'un aussi le fasse pour moi. Tu vois? Donc moi, la personne qui a fait n'est pas venue exposer ce qu'il a fait pour moi. Et moi, je n'ai pas venu exposer aussi ce que j'ai fait pour les autres. Mais j'ai fait des choses, c'est Dieu seul qui sait, et la personne à qui j'ai rendu le service qui sait. Je ne dirai pas de nom, je ne dirai pas c'est quoi. Mais si tu as un peu de cours et que tu demandes aux gens, et peut-être qu'ils te diront la vérité. Ceux qui ont envie de te... Voilà. Ceux qui ont envie de te dire la vérité te diront la vérité. Mais ça ne viendra pas de ma bouche, j'ai fait ça pour tant. Mais peut-être si tu as des échos, la personne te dira, ah ouais, il a fait ça. Je ne gagne pas des milliards. Au rugby aussi, ce n'est pas non plus des... Quand des gens te voient à la télé, ils pensent que c'est des millions. Nous, le rugby là, de France là, c'est un peu. Ça dit, je n'ai pas menti comme mes frères aventurés. Eux, vraiment, c'est là. Eux, c'est dur. Eux, ils charbonnent même, tu vois. Moi, j'ai la maison payée, j'ai tout qui est payé, j'ai mon salaire, j'ai un truc. Tu vois, je regarde un peu. J'ai de la famille. Quand je peux dépanner, je dépanne. Quand mes amis viennent, tu vois, ici, quand c'est on jette. N'en dis pas plus. Je vois de quoi tu veux parler. N'en dis pas plus. Tu vois, Evra... Non, ça ne sort pas, mais c'est pour te dire que je comprends. Je ne pas, tu vois. Ouais. Mais je fais ce que je peux. Mon seul problème, là, c'est ma tête, là. Je suis trop têtu, je n'ai pas voulu aller à l'école. Sinon, j'allais avoir tellement d'opportunités aujourd'hui. Mais j'ai c'est mon seul regret dans ma vie aujourd'hui, là. Peut-être le seul regret que j'ai, c'est ça. Sinon, là, en tout cas, c'est pas tout, on dit. D'accord. Tu vois, on est bientôt à la fin de l'émission et je t'ai trouvé, franchement, grandiose. D'accord? Mais sauf que, d'après ce qu'il paraît, tu n'as pas toujours été à l'aise devant la caméra. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a voulu te laisser un message à ce propos-là. Donc, tu peux jeter un coup d'œil voir. Ah, je vois qui c'est. Je vois. Salut fils, j'espère que ça va. Je voulais te poser une question, savoir si aujourd'hui, si avec les journalistes, ça se passe mieux. Car
avant, il avait quelques petits problèmes pour s'exprimer devant les journalistes. Donc, je voulais savoir si aujourd'hui ça va mieux. Ah, ça c'est... Ouais. Ouais, Baki Meïté, à qui on dit, à qui on fait un grand coucou, vraiment qui s'est montré très gentil. En tout cas, big up pour Vipé. Non, tu sais, moi, je n'ai pas menti, même dans l'émission, je le dis encore. L'école, ce n'était pas trop mon truc. Et j'ai pas honte de le dire. Hein. Jamais voulu aller à l'école. J'étais trop têtu. Et quand j'arrive en France, je rencontre des difficultés de va parler devant les caméras, va dire ça aux gens. Et moi, Evra, mais comment je vais faire? Qui n'ai pas l'habitude de m'exprimer. En plus, je m'exprime en nous aussi. Et quand la même question, on me pose là, il faut savoir lire pour répondre. C'est compliqué pour moi. Quand caméra vient dire, oui, moi là, c'est pas moi qui parle là-bas. Il y a les capitaines là. Allez les voir, ils vont parler. Mais quand tu fais un bon match, on est obligé de te poser la question, qu'est-ce que tu as ressenti de ton match? Donc moi, à l'époque, je suis au centre de formation, donc je pousse, je vais voir le CDF. Je dis, est-ce qu'il ne peut pas prendre école là? On ne peut pas refaire. Donc c'est comme ça que je reprends les cours et je m'accroche, tu vois. J'ai quelqu'un qui me donnait les cours. Moi-même, souvent même, il n'y a pas de cours. J'appelle le monsieur là pour dire, hey, on ne peut pas faire un peu. Et j'ai commencé à m'entraîner tout seul devant ma caméra. Mes amis me posaient des questions, je répondais. Me posaient des questions, je répondais. Et puis voilà. Donc, Baki, maintenant devant la caméra, même si je ne suis pas à l'aise, mais quand même, voilà, je me débrouille pas mal, j'arrive à répondre à des questions. Et puis, je pense que à travers cette émission, tu vas comprendre que j'ai beaucoup progressé. On dit, on finit jamais d'apprendre, on apprend toujours. Et je suis fier du petit truc aujourd'hui que j'arrive à faire. Parce qu'il faut avoir envie aussi de le faire. Et voilà. Aujourd'hui, ça se passe bien en tout cas. Que ça soit en lecture. Moi, je l'ai trouvé franchement XXL. Il n'y a rien à dire en tout cas pour le Evra que je connais, que j'ai côtoyé. Bah, je t'ai trouvé franchement à la hauteur. Et là, justement, on est pratiquement à la fin de l'émission. Et moi, j'aimerais que, bien sûr, tu aies le mot de fin. Et pour mot de fin, j'aimerais que tu donnes des conseils, en fait, justement, à cette jeunesse-là. Parce que tout à l'heure, tu as dit, tu as une image et tout. Mais étant donné que tu n'as pas fait de longues études et tout, après, c'est difficile pour toi de prendre à bras le corps toutes les autres que tu peux réussir à magnétiser vers toi. Quel est le conseil que tu pourrais donner à la jeunesse de 13 villes, d'Abidjan, de Côte d'Ivoire et africaine concernant le... Non, moi, le conseil que je donne même à tous mes frères africains, même aussi mes frères du quartier, les gens d'Abidjan, les gens d'ailleurs. Aujourd'hui, l'école, c'est vrai que nos parents nous fatiguent avec ça, mais c'est un truc très important. Aujourd'hui, dans ce monde-là, ne pas savoir lire et écrire, c'est comme si tu étais dans un monde sans exister. Parce qu'aujourd'hui, tout est écrit, tout est savoir lire, savoir truc. Donc, vos études en priorité. Vos études en priorité. Et la deuxième chose, ne laissez jamais personne vous dire que vous n'allez jamais y arriver. Parce que si vous savez où vous allez, croyez en ce que vous faites. Même si les gens vous disent, ouais, mais lui là, il ne va rien faire. Ce que vous voulez dans votre tête, il faut que ça soit la priorité et pas ce que les autres veulent. Et dans la vie aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un milieu où c'est difficile à s'en sortir, il y a plein de tentations. Je sais. Mais avant de poser un acte, il faut penser à la famille. Parce que nos familles, je pense que se battent beaucoup pour qu'on soit là où on est. Le respect de la famille, écouter la famille, c'est le plus important. Écouter la famille, c'est le plus important. Avant de poser un acte, il faut penser à sa mère. Avant de poser un acte, il faut penser à son père. Études.
travailler dur, croire en ses rêves et ne jamais écouter les autres. Suivre son chemin. C'est ça la clé la plus importante pour avancer. Moi, aujourd'hui, j'arrive à lire, à écrire parce que je l'ai voulu. Mais j'aurais plus voulu l'apprendre avant. Avant, ça m'aurait servi aujourd'hui. Mais on peut faire le sport. On peut se donner au sport. Mais les études aussi, c'est important parce que quand je vais gagner mon argent après, qu'est-ce que je vais faire avec? Dans quoi est-ce que je vais me reconvertir? Voilà. Donc, c'est important aussi, les études. Mon mot de fin, c'était ça. Et je vous souhaite, bonne chance aussi à toi, Momo. Merci aussi pour cet accueil. Merci pour ce que tu fais pour les sportifs. Et je prie que le bon Dieu t'assiste dans tout ce que tu fais, qu'il te donne la grâce, la santé, qu'il donne le chemin que tu mérites et qu'il t'aide dans tous tes projets et dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. Voilà. Evra, franchement, merci. Franchement, tu m'as mis des émotions. Franchement, je n'étais pas préparé. En tout cas, comment tu t'es senti? C'est bon? Tu as kiffé? En tout cas, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé j'ai kiffé de malade avec toi aussi. Voilà un peu tout ce que les gens devaient savoir. Voilà. C'est bon. Evra, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et surtout, rappelle-toi, chez Momo Keïta, c'est l'émission qui est prête à te recevoir autant de fois, autant de jours, autant de... En tout cas, chaque fois que tu as un mot à passer ou bien que tu as envie de partager quelque chose avec nous, bah nous, on est là. Franchement, tout le plaisir sera pour nous. D'accord? Merci. Merci. Allez, mon gars, bien. On est ensemble. On est ensemble, vas-y, bisous. Allez. Ouais, bisous.